Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire Connexion 5. Le temps que tout le monde s'installe, je pense qu'on a certains fidèles parmi l'Assemblée. Donc, on va répéter quand même un petit peu les consignes pour les personnes qui n'ont jamais participé à l'un de nos webinaires. Donc, moi, je m'appelle Julie Baudouin, je m'occupe du marketing. Et voilà, je suis là juste pour présenter le menu de cette petite heure. Donc, Thibaut Collot, notre éditeur, va vous présenter la collection Connexion et plus particulièrement la 5e année qui va paraître tout bientôt. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail pédagogique. Alors, en coulisses, nous avons nos délégués pédagogiques qui sont là pour vous aider et pour répondre à vos questions. Donc, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, ça se passe sur le petit onglet à votre droite, donc dans l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. On est là pour y répondre. Nous, de notre côté, on a aussi des petites questions à vous poser. Donc, ça se passe du côté de l'onglet sondage. Donc, c'est une façon un petit peu sympa d'interagir à travers l'écran. Mais voilà, je pense que peut-être juste voir si tout le monde nous entend bien. Je ne vois pas de commentaires. Peut-être, voilà, juste publier le petit sondage pour voir si au niveau du son, ça fonctionne bien. Donc, pour rappel, essayez d'utiliser le navigateur Chrome, ça fonctionne mieux. D'essayer de couper les autres sources qui pourraient manger un peu de bande passante, donc PlayStation, Netflix. C'est mieux aussi si vous êtes les seuls utilisateurs d'Internet pendant cette petite heure. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à rafraîchir la page donc par le bouton F5. Et si vous n'entendez pas l'orateur, donc n'hésitez pas, vous passez votre souris sur le visage de l'orateur et vous vérifiez que le micro est bien en mode on. Voilà. Donc, je vais vous laisser, je quitte la scène et je vous souhaite une bonne formation. À tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup Julie. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en cette semaine juste d'avant la rentrée. Alors, le webinaire aujourd'hui va durer un petit peu plus d'une heure, une heure quart, quelque chose comme ça. Je vais vous projeter à l'écran tout de suite le programme de la matinée. Je voudrais vraiment insister sur une chose que Julie a déjà dite, c'est qu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions durant le webinaire, puisque mes collègues sont là et tâcheront de vous répondre. S'ils ne savent pas répondre eux-mêmes aux questions, ils peuvent me relayer via mon téléphone qui est à côté de moi, ils peuvent me relayer certaines questions et donc j'essaierai de répondre en direct aux questions qui remonteraient jusqu'à moi, qui n'auraient pas de réponse chez mes collègues. Donc voilà, essayons de rendre ça aussi interactif et intéressant que possible. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je prends mon PowerPoint, voilà. Vous devriez le voir apparaître à l'écran. Donc, il y a 4 points qui sont prévus au programme de la session de ce matin. Le tout premier point, c'est de reparler un petit peu du nouveau référentiel. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ce sont déjà des choses connues, mais toujours est-il que en 5e année, les nouveaux référentiels maintenant sont d'application pour la rentrée. C'est un changement quand même important et tout le monde n'est pas encore familiarisé avec ce référentiel. Donc, je vais redire un petit mot dessus. C'est d'autant plus important, me semble-t-il, que ce référentiel a vraiment été la base de la rédaction de Connexion français. Ensuite, je vous propose vraiment un parcours de découverte dans Connexion 5. D'abord pour vous expliquer ce qui compose le manuel. Il y a des séquences, des fiches outils et des entraînements. Et puis, on fera ensemble un parcours dans les séquences
pour que vous voyez vraiment ce qu'on propose dans chacune des séquences du manuel, comment ça fonctionne au niveau pédagogique, et vous familiariser un petit peu avec ce qui est proposé. Alors, un troisième point sera consacré aux évaluations. Je ferai d'abord un bref rappel des prescrits actuels en la matière, et je vous présenterai les outils que nous avons préparés en termes d'évaluation. Et puis on terminera, c'est le quatrième et dernier point, par des questions-réponses, au cas où certaines questions seraient restées justement sans réponse durant la présentation. Voilà. Alors je vous propose de tout de suite commencer. Je vais jeter un petit coup d'œil du côté des questions, voir si tout se passe bien. Voilà, parfait. Alors, nouveau référentiel en français, de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, un référentiel, c'est un document légal qui sert de base à la rédaction des programmes des différents réseaux. Donc, un nouveau référentiel a été rédigé ici pour le français. Il est déjà d'application depuis 2 ans en 3e, et en fait, il suit les élèves. Donc, c'est pour la 5e cette année-ci, ce sera pour la 6e l'année prochaine. Ce référentiel, il est assez précis, et donc les programmes s'en écartent en réalité très très peu, parce que le cadre est déjà très contraignant au départ. Il est organisé en unités d'acquis d'apprentissage. Alors, vous devez d'abord savoir que par rapport au français, le terme unité d'acquis d'apprentissage est utilisé de façon un peu impropre, entre guillemets, parce que ça suppose qu'un apprentissage puisse être acquis une bonne fois pour toutes. Or, quand on est en train de travailler sur des compétences de communication, hein, comprendre un texte littéraire, interpréter un texte littéraire, je ne sais pas, résumer un texte, etc., on ne peut pas dire qu'on a acquis cette compétence une fois pour toutes et qu'on est capable de le faire, quelle que soit la situation de communication, quel que soit le texte qu'on a en face de soi. Mais donc voilà, c'est un terme un petit peu inadapté au français, mais néanmoins, c'est cette clé d'organisation qui avait été demandée aux gens qui ont rédigé le référentiel. Alors, des unités d'acquis d'apprentissage, il y en a 7 au total. Elles sont numérotées de 1 à 6, plus une UA numérotée 0. Alors, je vais commencer mon tour en haut à droite. Donc, de l'UA 1 à l'UA 4, vous avez un parcours assez logique, entre guillemets, qui va de la recherche et de la collecte de l'information dans l'UA 1. Ensuite, on réduit, on résume, on compare les informations. UA 3, défendre une opinion par écrit. Et UA 4, défendre oralement une opinion et négocier. Donc là il y a une certaine logique, une certaine progression dans les UA de 1 à 4. Les UA 5 et 6, elles, s'intéressent à des objets un peu plus spécifiques au cours de français, hein, puisqu'il s'agit de tout ce qui est production culturelle. Et donc, il y a une UA qui est assez traditionnelle, j'ai envie de dire, c'est l'UA 6, où là, il s'agira de relater des expériences culturelles, hein, rencontrer sa rencontre avec un tableau, un film, un roman, etc. Et l'UA 5, il s'agira ici de s'inscrire dans une œuvre culturelle. Je vous donnerai quelques exemples. Là, c'est vrai que par rapport à ce qui existait avant dans les programmes, c'est peut-être un petit peu plus innovant. Et donc, il s'agit vraiment de partir d'une œuvre source et d'intervenir dedans. Donc, les élèves vont se placer en position de producteur, entre guillemets, pour intervenir dans une œuvre selon différentes modalités qui sont bien déterminées, bien définies par le référentiel. Alors, en plus de ces 6 UA, vous en avez une 7e, l'UA 0, donc, qui est placée au centre. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette UA? Donc, d'abord, elle a trait à tout ce qui est justification, explicitation de procédure, justification de réponse, etc. C'est une compétence qui est très souvent demandée dans le cadre scolaire, et les gens qui ont rédigé le référentiel ont estimé que, du coup, c'était important d'en faire un objet d'apprentissage en soi. Mais comme cette compétence, elle est susceptible d'être mobilisée dans toutes les autres, quand on travaille toutes les autres UA, eh ben, on l'a numérotée 0,
puisque voilà, elle est réutilisée un petit peu partout. Et c'est comme ça que vous avez donc les 7 UAA. Alors, à l'intérieur d'une UAA, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc ça, ce sont des extraits du référentiel. Vous allez trouver en fait un premier volet au-dessus. Hein, vous voyez, ici c'est un exemple avec l'UA1 pour le 2e degré. Les UA sont les mêmes au 2e et au 3e degré. Donc un premier volet au-dessus qui précise les compétences à développer et les productions attendues au terme du degré. Ensuite, vous avez un volet bleu, un volet vert et un volet blanc en dessous. Alors, le volet bleu processus précise 3 choses, donc appliquer, transférer, connaître. Qu'est-ce que ça signifie? Donc d'abord, les tâches, je vais commencer par transférer. Donc les tâches de transfert, ce sont des tâches complexes, entre guillemets, qui sont elles-mêmes composées de plusieurs tâches simples, plusieurs tâches d'application. Donc on combine plusieurs points du volet appliqué pour arriver dans la colonne transférée. Les points de la colonne appliquée sont eux-mêmes reliés à des ressources spécifiques. C'est le sens des doubles flèches que vous voyez apparaître ici à l'écran. Je ne sais pas si le niveau de zoom vous permet de lire le document, mais je dirais, peu importe, ce qui compte ici vraiment, c'est de comprendre la logique de rédaction du référentiel. Donc, à une tâche d'application correspond une ou plusieurs ressources spécifiques. Alors, vous avez donc en dessous ici le cadre connaître, expliciter des ressources. Donc là, à nouveau, c'est ce qui a trait à la réflexivité, donc à une position plutôt méta, être capable d'identifier les processus et les ressources qui ont été mis en œuvre. Et puis tout en bas, vous voyez qu'il y a un volet ressources communes, puisque, j'y reviendrai dans un instant, le référentiel a consigné toute une série de ressources communes en matière de littérature et d'art en général, en matière de langue aussi, donc on y fait référence. Et donc voici un petit peu comment est structurée une unité d'acquis d'apprentissage. Il y a une chose qui est vraiment capitale à retenir dans ces UA, ce sont les productions attendues au terme du degré. Ça, j'y reviendrai aussi dans quelques minutes, mais c'est ce qui va vous guider dans la planification de votre cours sur l'année, et au-delà de ça, dans la planification du travail sur le degré, puisque comme il y a des objectifs à atteindre au terme d'un degré, la coordination avec vos collègues de 6e année va vraiment être essentielle. Alors, un exemple d'UAA, ici vous avez l'UA 4, on est bien au 3e degré, donc UA 4, défendre oralement une opinion et négocier. Je vais pas m'attarder sur toutes les UA, mais je le fais ici parce qu'en plus vous verrez comme ça comment on a mis ça en pratique dans Connexion 5. Donc, défendre oralement une opinion et négocier, vous voyez, compétences à développer, défendre oralement une position personnelle, discuter ou négocier en vue d'aboutir à une décision ou à une position commune. Donc ça, ce sont les compétences. Et les productions attendues au terme du degré, il y a d'une part défense orale d'une position personnelle suite à une synthèse écrite ou orale, ou à une discussion, et d'autre part, prise de parole dans une discussion avec négociation entre pairs et en présence d'un animateur ou d'un modérateur. Donc ça, c'est les 2 productions qui devront être certifiées au terme du degré. Vous voyez ici que, comme je vous l'expliquais, il y a une série de tâches d'application, hein, analyser la spécificité de la situation de communication, écouter, évaluer une prestation orale, rechercher l'information en vue d'argumenter, etc. Des tâches de transfert, qui ressemblent forcément très fort aux productions attendues, puisque c'est là qu'on fait le lien. Une série de ressources spécifiques qui sont listées ici. Et ici, je vous ai repris le bas de la page. Vous voyez les ressources spécifiques, colonne de droite,
se poursuivent, et à gauche, voilà, expliciter les facteurs de réussite ou d'échec d'une prestation orale. Donc vous voyez, on est vraiment ici dans une position un petit peu plus réflexive. Et puis les ressources communes, et ça je ferai le détail dans un instant. Alors, voilà, je vous disais, ce qui est capital dans les unités d'acquis d'apprentissage, ce sont les productions attendues, et ça doit vous guider dans la mise au point de votre cours. Ça nous a guidés dans la rédaction de Connexion 5. J'ai repris ici un tableau qui liste toutes les productions attendues au terme du 3e degré. Donc vous voyez, pour certaines UA, il y a plusieurs productions qui sont attendues, pour certaines, il n'y en a qu'une. Et puis, moi, je vous propose de faire un document de ce type-là, hein, donc avec 2 colonnes pour savoir exactement ce que vous voyez en 5e année, ce qui sera vu en 6e, en 6e année, pour que la planification soit bien claire. Et en tout cas, dans Connexion 5, comme je disais, on utilise ce genre de planification pour être sûr qu'au terme du degré, tout est bien effectué. Je reparlerai encore de ceci lorsqu'on discutera des évaluations. Alors, un petit mot sur les ressources communes, hein. Donc, je disais, le référentiel consigne toute une série d'informations un petit peu plus générales. Savoir lire, écouter, écrire, parler. Hein, donc là, ce sont des considérations un peu plus générales. C'est un petit peu un cadre de connaissances qui vous est proposé ou reproposé pour un petit peu mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. C'est le point A. Point B, il y a un point sur les connaissances langagières, littéraires et artistiques. Hein. On va parler de la langue avec une approche de la langue comme système et une approche socio-historique. Vous allez voir que c'est des choses qu'on met en pratique dans Connexion 5. Et puis, il y a un focus sur la littérature et les arts avec une série de notions qui sont récapitulées. Et ça aussi, c'est important, le référentiel prescrit un minimum à voir qui peut faire l'objet d'une évaluation certificative externe. Donc, en 5e et 6e année, il faut voir au moins, c'est vraiment obligatoire, mais on ne précise pas nécessairement l'année, il faut voir au moins l'humanisme, les Lumières, le réalisme et le surréalisme. Au moins, ça veut dire qu'on peut faire plus, et que je pense que pour bien comprendre certains courants, il faut faire plus, mais il y a ça vraiment qui est le minimum imposé dans le référentiel. Voilà, donc ça c'est un premier mot sur les référentiels. Alors, je vais passer maintenant à une petite explication sur ce que vous allez trouver dans Connexion 5 et comment Connexion 5 est reliée justement à ce nouveau référentiel. Alors pour ça, je vais partager autre chose avec vous comme écran. Voilà, donc normalement, vous devriez avoir sous les yeux une première page extraite de Connexion 5. Chez moi, tout a l'air de fonctionner. Il y a des petites choses qui clignotent à gauche, à droite, mais c'est pas gênant, je pense, pour la lecture. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans Connexion 5 ? Il y a d'abord toute une série de séquences qu'on va parcourir ici ensemble. À côté de ça, vous avez aussi des fiches outils et des entraînements. Alors, les séquences, elles sont vraiment chacune orientées vers une... nos séquences sont toujours orientées vers une production qui est liée au référentiel. Et pour arriver à cette production qui sera la tâche finale, on passe par une série d'ateliers de structuration. Alors, je m'interromps une seconde parce que je vois qu'il y a
Oui, il y a une question, oui, une question qui m'est relayée, ça j'y reviendrai dans quelques minutes. Donc, ici, vous avez la première séquence, culture et héritage. Alors, cette séquence-ci, donc vous voyez à chaque fois, en première page de séquence, vous avez un récapitulatif de la tâche finale qui sera attendue au terme de la séquence, des UA qui sont mobilisés. Ici, il y a 2 UA, l'UA 6 et l'UA 1. Et on liste toutes les ressources, compétences, etc., pour vraiment bien faire le lien avec le référentiel. Donc ici, vous avez vraiment la garantie d'être tout à fait conforme au nouveau référentiel et aux nouveaux programmes qui sont basés sur ce référentiel. Donc, culture et héritage, dans cette première séquence, de quoi est-il question? Eh bien, en fait, le but, c'est d'inviter les élèves à se constituer comment dire, un portefeuille, une archive où ils vont consigner les expériences culturelles qu'ils font durant l'année scolaire et sur l'ensemble du degré. Donc, ils vont y consigner les expériences qui les marquent pour en garder des traces au terme du degré. Donc, qu'est-ce qu'on propose dans cette séquence? D'abord, on va s'interroger sur le concept de culture, on va se demander ce que c'est, on va essayer de se réfléchir aux enjeux de l'expérience esthétique. On a ici une vidéo qui est proposée avec une interview d'Edgar Morin. On va voir ici quelques exemples d'expériences culturelles. Hein. Vous voyez, ici, il y a 2 exemples qui sont repris. Il y en a d'autres encore qui arrivent avec à chaque fois des témoignages de gens qui ont été touchés, frappés par des œuvres d'art. Donc on donne ça à lire aux élèves, on leur donne quelques petites questions, et puis on les invite à mettre au point un système d'archivage des expériences culturelles. Et donc ça, c'est vraiment une chose qui leur sera demandée et rappelée tout au long de l'année, puisque vous voyez en bas à gauche, on a un petit logo qui revient régulièrement dans le manuel qui dit « N'oublie pas d'archiver tes expériences culturelles ». Alors, je profite de cette séquence pour vous parler des QR codes. Donc, vous voyez que ici, dans l'activité 2, on fait référence à une vidéo. Et cette vidéo, elle est numérotée. Ici, vous ne le voyez peut-être pas avec le niveau de zoom. Je ne sais pas ce que vous avez comme taille d'écran, on va dire. Mais cette vidéo, elle est numérotée. Donc, c'est numéroté e-document 1. Alors, ça, c'est vraiment important de vous expliquer ce qu'on a créé ici. Il y a d'une part des documents qui sont reproduits dans le syllabus. Ça peut être des textes, ça peut être des photos, ça peut être des tableaux, etc. etc. Ça, c'est tout à fait classique. Mais il y a en plus des e-documents. La spécificité des e-documents, c'est qu'ils sont au format dématérialisé, au format numérique. Et donc, vous allez retrouver dans ces e-documents toute une série de vidéos, toute une série d'audios, mais aussi parfois des sites internet ou bien des textes, mais disponibles seulement au format numérique. Et pour accéder à tous ces e-documents, vous avez 2, voire 3 possibilités. La première possibilité, c'est de scanner le QR code que vous avez ici et qui renvoie donc vers une vidéo. Donc là, un téléphone, une tablette peuvent être utilisés pour ça. Vous pouvez également accéder à ces e-documents via notre plateforme Udidit. Donc, lorsque vous adoptez la méthode en classe, vous pouvez obtenir un code d'accès à Udidit pour les enseignants en remplissant un petit formulaire en ligne. Vous recevez votre code et vous pouvez accéder à Udidit. Vos élèves aussi pourront accéder à Udidit puisque un code d'accès pour les élèves sera directement imprimé dans le syllabus Connexion 5. Donc, les élèves pourront très rapidement se connecter à la plateforme Udidit, compléter le code d'accès dans un champ, et ils auront comme ça accès à tous les e-documents
qui sont visés ici. Et donc, ils auront le choix, vous avez le choix quelque part. Soit vous faites utiliser les QR codes, soit vous utilisez YouDidit pour projeter, par exemple, la vidéo en classe, ou bien encore, et c'est la troisième possibilité ici s'agissant des vidéos, vous pourrez utiliser le DVD, puisque nous prévoyons un guide de l'enseignant imprimé avec un support DVD avec toutes les vidéos et des CD avec tous les audios de la collection. Donc là, vous avez vraiment différentes possibilités. Comme les textes des e-documents seront disponibles sur YouDidit au format PDF, rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas envie d'utiliser ces QR codes, d'imprimer et de distribuer des photocopies de ces e-documents lorsqu'il s'agit de textes à vos élèves. Donc là, je pense que vous avez quand même pas mal de possibilités différentes, de médias différents, de moyens différents de communiquer ça à vos élèves, mais en même temps, je pense que c'est vraiment important de travailler les compétences numériques des élèves et de les familiariser au maximum avec ces différents supports. Voilà, donc ça c'était un petit mot sur les e-documents. J'en profite pour faire une petite réponse à une question qui m'a été relayée. Alors, il est possible que pour l'instant, tous ces QR codes ne fonctionnent pas. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Nous sommes en train d'y travailler et dans les prochains jours, tout va être mis en ligne, tout sera complet, que ce soit pour les premières séquences ou pour les séquences suivantes. Alors, voilà, je poursuis. Voilà, donc ça c'était pour la première séquence. Alors, j'ai des demandes qui arrivent, des questions qui arrivent sur mon téléphone. Je vais les prendre. Oui, on me dit que le PDF est un peu petit. Je vais voir ce que je peux faire pour... Ouais, j'espère que ce sera un petit peu plus grand comme ça. J'ai plus la vue en double page, mais du coup c'est pas grave. J'espère que ça vous permettra de voir un petit peu mieux. Donc deuxième séquence. Alors ça je trouve que c'est une séquence vraiment très intéressante. C'est une séquence qui va travailler l'UA 4, donc défendre oralement une position personnelle. Et comme objet pour travailler cette UA, nous avons choisi la chanson. Et en particulier, on s'est servi d'une controverse qui avait eu lorsque le prix Nobel de littérature avait été attribué à Bob Dylan. Et donc, c'est l'occasion de s'interroger sur le fait de dire, tiens, est-ce qu'une chanson, c'est de la littérature, oui ou non? Et donc, on a ici une première activité sur le Nobel. Ben, le Nobel, qu'est-ce que c'est? On voit un petit reportage qui est proposé sur Bob Dylan. Vous avez ici une série de documents qui traitent de la question. Et puis, ben, très vite, on va élargir un petit peu le champ, s'informer sur le statut de la chanson, sur les relations entre poésie et chanson. Et puis outiller un petit peu les élèves dans cette réflexion. On en profite pour voir avec eux une chanson culte, en l'occurrence le Déserteur de Boris Vian. Il y a une petite analyse qui est proposée avec eux, vous voyez, avec toute une série de questions.
on étudie aussi l'aspect plus musical. On ne va pas rentrer dans le détail, évidemment, mais je pense que ce sont des considérations importantes. Vous voyez ici, on est attentif à la mélodie, à l'orchestration. Et puis, on réutilise tout ça dans l'argumentation. Donc, c'est vraiment une séquence idéale en début d'année pour refaire un petit peu le point sur l'argumentation, remettre les élèves en mouvement autour de ça. Et donc, la tâche finale qui est proposée, c'est de sélectionner une chanson à faire écouter à la classe et défendre son appartenance à la littérature. Voilà, alors. Donc ça, c'était pour la séquence 2. Pour la séquence 3, là aussi, je pense que c'est une séquence vraiment, vraiment intéressante. De quoi est-ce qu'on parle dans cette séquence ? On va parler du courant baroque. Et c'est pour moi l'occasion de vous parler de quelques partis pris de la collection. Il y en a un qui est vraiment très important et qui est transversal, je dirais, dans pratiquement toutes les séquences. C'est qu'on a essayé d'étudier le patrimoine culturel, mais pas comme quelque chose de figé et d'un peu mort, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, mais au contraire, en essayant de voir les ponts qu'on peut faire entre le patrimoine culturel, qu'il s'agisse de littérature, de théâtre, de sculpture, de peinture, etc., etc. Donc, des liens, un pont entre le passé et le présent. On se sert du patrimoine culturel, du grand patrimoine culturel, pour s'interroger sur les productions culturelles actuelles. Et c'est vraiment ce qu'on va faire ici dans cette séquence-ci, puisqu'il y a un petit peu deux choses, deux volets, j'ai envie de dire. D'une part, il y a une comparaison entre le courant classique et le courant baroque, et d'autre part, on va inviter les élèves à s'intéresser à des artistes beaucoup plus contemporains pour y retrouver des traits baroques. Donc ici, on voit l'UA0, on va travailler l'UA0 et l'UA4. La production attendue, c'est une justification de l'appartenance d'un artiste au courant baroque, et on demande de faire ça sous forme de présentation orale soutenue par un diaporama. Alors, avant de rentrer vraiment dans le détail de la séquence et des activités, je fais un tout petit arrêt, une toute petite parenthèse. Vous voyez ici, il y a un post-it qui est collé en haut de la page et qui dit « Dans cette séquence, tu pourras avoir besoin des fiches outils suivantes, convaincre, prendre la parole en public, poésie, situation de communication ». J'y reviendrai tout à l'heure et je vous montrerai quelques exemples de fiches outils, mais je pense que ce réseau, si vous voulez, de renvoi est vraiment très, très important. En fait, les fiches outils, qu'est-ce que c'est ? C'est une synthèse de tous les prérequis, de toutes les notions que les élèves sont supposés connaître en début d'année et sur lesquelles on s'appuie pour continuer à construire les apprentissages. Mais on sait bien, d'autant plus après une année perturbée comme l'année scolaire qu'on vient de vivre, on sait bien que les élèves ne sont pas nécessairement tous au clair sur toutes les notions. Et donc, les fiches outils, ça permet de remettre tout le monde à niveau. Et donc, en début de séquence, on va faire un renvoi vers justement toutes ces notions qui peut être utile de revoir pour bien pouvoir mener les apprentissages à l'intérieur de la séquence. Vous pouvez utiliser ces renvois pour l'ensemble de la classe et travailler avec l'ensemble de la classe sur les fiches outils, faire des rappels avec eux, ou bien travailler en différenciation, donc renvoyer seulement une partie de la classe ou un élève ou l'autre ponctuellement vers les fiches outils. Je pense que l'idéal, c'est d'autonomiser au maximum les élèves dans cette démarche. Progressivement, donc il faut leur montrer bien sûr comment ça marche, mais progressivement, il faut qu'ils s'habituent à eux-mêmes à aller revoir dans ces fiches outils s'il y a certaines notions qui ne sont pas claires pour eux. Voilà, je ferme ma parenthèse sur les fiches outils et promis, je vous montrerai quelques exemples dans quelques instants.
Donc, je reviens à ma séquence sur le classique, le baroque. Première activité, on observe un diaporama sur le mouvement classique. C'est utile à 2 titres. D'abord, comme ça, on voit comment ça fonctionne un diaporama. On s'interroge un petit peu sur ce mode de communication. Et ensuite, on revoit les caractéristiques du courant classique. Bien sûr, le courant classique, c'est de la matière du 2e degré. Mais ici, c'est une excellente occasion de faire un rappel, d'autant plus que pour bien comprendre certains mouvements artistiques, souvent, c'est intéressant de les comparer, de les opposer à d'autres. Et donc, classique baroque, ce sont 2 courants qui sont en opposition l'un à l'autre, de la même manière que le courant romantique est arrivé en opposition au courant classique. Et donc voilà, je pense qu'au niveau pédagogique, c'est vraiment fertile d'approcher les choses de cette manière-là. Donc on commence voilà, sur le courant classique avec le diaporama. On passe ensuite dans l'activité 2 au mouvement baroque, dont on va essayer de comprendre les origines et les caractéristiques. Vous voyez ici, vous avez des photos. Un petit peu plus loin, vous allez avoir toute une série, voilà, d'œuvres d'art. Et ça, je pense que c'est important également de le souligner. Quand vous avez la possibilité, la chance d'avoir un syllabus avec des reproductions comme ça de qualité aux élèves, je pense que ça peut vraiment faire la différence quand on peut les mettre dans de bonnes conditions, qui voient vraiment à quoi peuvent ressembler ces tableaux. Ça remplace peut-être pas une visite dans un musée, mais enfin, c'est quand même tout autre chose que d'avoir une simple photocopie en noir et blanc, ici, d'avoir des reproductions en couleur. Et comme je disais tout à l'heure, hein, ben voilà, on s'intéresse bien sûr à la littérature dans Connexion 5, mais on essaye de faire une place aussi à toutes les formes artistiques. Voilà, ici on s'intéresse à la littérature. On va arriver ici dans une activité où on compare des œuvres baroques et classiques. Hein. Vous voyez à gauche et à droite des couples d'œuvres qui traitent d'un même sujet, mais qui sont issus de différents courants. Et puis, on arrive tout doucement à la tâche finale. La tâche finale, comme je le disais, c'est de voir dans une série d'artistes, donc les élèves vont être amenés à choisir un artiste parmi la liste qui est donnée ici. Donc, ils choisissent un artiste et ils vont voir quels sont justifier en quoi on peut dire qu'il y a des traits baroques ou que leur œuvre a un côté baroque. Et vous voyez qu'on est dans l'architecture, dans la photographie, dans les arts plastiques, le stylisme, la bande dessinée, le design. Alors, j'ai des questions qui me sont relayées, j'y jette à nouveau un coup d'œil. Alors, je vous rassure tout à fait sur les e-documents pour les premières séquences et les fiches outils pour les premières séquences. On va mettre tout ça en ligne. Normalement, encore cette semaine, ce sera fait. Donc, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour débuter les apprentissages avec les élèves. J'ai une autre question qui est venue, et donc je vais y répondre tout de suite, qui est devenue la séquence autant de têtes, autant d'avis, placée en 3e position dans la table des matières provisoires. Simplement, elle a changé de place, donc elle est toujours là, mais elle a changé de place, elle est un petit peu plus loin dans la table des matières. Alors, ben voilà, elle est juste après en quatrième position. Donc, 4e séquence, autant de têtes et autant d'avis. Ici, on travaille l'UA2. La production attendue, c'est le résumé d'un texte argumentatif. Alors, le résumé, ben forcément, c'est une compétence incontournable et ça va être un travail préparatoire à la synthèse qui vient un petit peu plus loin dans les séquences.
pour travailler le résumé, on a essayé de choisir des textes, des objets qui faisaient sens. Et donc, je disais tout à l'heure, hein, dans le référentiel, on parle notamment de la langue, on propose une approche socio-historique de l'étude de la langue française. C'est vraiment tout à fait dans cette approche-là qu'on est ici, puisque les élèves vont travailler le résumé à partir d'un texte qui parle comment dire, du sexisme de la langue française. Vous savez que c'est un sujet qui a beaucoup fait débat ces dernières années. Et donc voilà, on propose ici aux élèves de se documenter sur la question. Alors, vous avez un premier texte là-dessus. On travaille toute une série de questions. On travaille avec le schéma du texte pour bien permettre aux élèves de structurer au maximum. Ça, c'est dans la continuité de ce qu'on fait dans Connexion 4. Vous voyez ici, il y a un exemple de schéma argumentatif qui sera complété par les élèves. On travaille sur des exemples de résumés aussi. Je passe un petit peu vite, hein, mais c'est pour pas trop prendre de temps là-dessus. Et puis, on arrive à la tâche finale. Attendez, parce qu'il faut que je revienne en arrière. Voilà, tâche finale avec, bien sûr, un texte à lire et à résumer. Ici, c'est une réflexion sur la censure dans les œuvres d'art. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le titre du roman Les 10 petits nègres d'Agatha Christie a été tout récemment changé. Donc là aussi, c'est un sujet brûlant d'actualité, j'ai envie de dire. Ici, on se pose un petit peu les mêmes questions dans le texte qui est donné à lire à la fin de la séquence. Alors, je vais repasser en plein écran. Cinquième séquence, ici, on travaille l'UA 5. Donc, je disais, l'UA 5, c'est s'inscrire dans une œuvre culturelle, intervenir dedans. Et ce qu'on propose, c'est d'amplifier une nouvelle. Donc, on va donner plusieurs nouvelles à lire aux élèves. On va poser toute une série de questions d'analyse, vraiment, de ces nouvelles. On va les amener à faire quelques exercices de style aussi, pratiquer quelques styles différents au niveau de l'écriture, et puis il y aura vraiment un exercice d'amplification d'une nouvelle. Il y a une nouvelle qui est utilisée en particulier pour cette séquence, qui est une nouvelle de Moravia, n'approfondit pas. Je pense qu'elle est vraiment idéale pour travailler le procédé de l'amplification. Voilà, alors je vais passer vite sur le reste de la séquence. Alors, vous avez un autre exemple de nouvelle ici. Et on arrive à la séquence 6. Alors, la séquence 6, de quoi est-ce qu'elle va parler? Elle va parler, donc on va travailler dans cette séquence les UA 4 et 6. Et en fait, la production attendue, c'est la prise de parole dans une discussion avec négociation entre pairs et en présence d'un modérateur. En parallèle, il faut relater une rencontre avec une œuvre culturelle. Donc il y a vraiment deux UA qui sont travaillés, entre guillemets, d'un coup dans cette séquence. Et quels sont les objets et de quelle manière on va travailler ces UA? C'est en ça que je pense que c'est vraiment intéressant. Tout d'abord, au niveau des objets, on a décidé de s'intéresser à la littérature africaine. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important d'ouvrir un petit peu l'horizon des élèves, de les éveiller à ce que c'est la francophonie dans un sens plus large que la production littéraire
franco-française et parisienne. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc on s'intéresse à la littérature africaine et on travaille ces romans à travers le dispositif du cercle de lecture. Alors comment est-ce que ça fonctionne exactement? Vous voyez d'abord, premières activités, on propose aux élèves de s'interroger un petit peu sur la littérature dans le monde, sur la francophonie, s'intéresser un petit peu au continent africain. Et puis, très vite, on va arriver à étudier à s'intéresser au cercle de lecture. Et donc le principe, c'est que les élèves vont pouvoir se répartir en groupes. Il y a plusieurs romans qui sont proposés, non pas un seul, mais plusieurs. Les groupes vont choisir un livre et ils vont progressivement lire ce livre et partager entre eux le ressenti de lecteur. Ça, je trouve que c'est vraiment un dispositif qui est très intéressant, qui est très fertile, parce que plutôt que de devoir simplement répondre à un questionnaire de lecture, et ne me comprenez pas mal, je pense que les questionnaires de lecture sont très intéressants au niveau pédagogique, mais ici, en fait, l'objectif, c'est de faire un partage avec des pairs. Et les élèves, ils seront amenés à expliquer ce qu'ils trouvent intéressant dans un roman, dans le roman qu'ils sont en train de lire, sélectionner des extraits, etc. Et donc là, on a vraiment, comment dire, une manière de partager, d'échanger autour des lectures qui, je pense, est beaucoup plus vivante que le fait de simplement répondre à un questionnaire de lecture. On vous propose d'ailleurs des vidéos qui ont été tournées avec des vrais élèves dans une vraie école, qui ont vraiment fait l'exercice de cette séquence, en fait, qui ont lu les romans, qui se sont répartis en groupes, avec l'enseignant qui jouait le rôle de modérateur. Et donc, on montre 2 exemples de vidéos de cercle de lecture pour que les élèves puissent voir, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les bonnes attitudes à adopter quand on est dans un cercle de lecture. Alors, vous voyez, vous avez ici des exemples de portefeuilles de lecture. Vous avez une petite charte pour les cercles de lecture voilà, qui récapitule un petit peu les règles à respecter. Comme je disais ici, vous avez des vidéos avec différents cercles de lecture pour que les élèves puissent s'interroger sur et réfléchir aux performances d'autres élèves. On va choisir un roman. Pour ça, on fait une présentation de différents romans. Pour chacun, on présente un petit peu l'auteur, on propose le début du roman, et puis il y a des documents supplémentaires, des e-documents qui sont proposés pour que les élèves puissent compléter un petit peu leur aperçu sur le roman et faire un choix vraiment tout à fait éclairé. Voilà. Et puis alors il y a les activités vraiment de cercle de lecture avec la lecture qui est divisée en différentes étapes. Et donc, la tâche finale qui est demandée ici, c'est que chaque groupe présente à l'ensemble de la classe le roman sur lequel ils ont travaillé. Et donc, voilà, le travail, ça va vraiment être la négociation au cours des moments d'échange de cercle de lecture, la négociation pour arriver à cette présentation commune. Séquence 7, intitulée « Plaire et toucher ». Dans cette séquence 7, on va travailler l'UA 2 et la production attendue, c'est une comparaison de 2 genres théâtraux. Alors, je disais tout à l'heure, la comparaison entre le baroque et le classique, elle est fertile. Forcément, la comparaison entre le courant classique et le courant romantique est très très fertile aussi. Et donc, on aborde cela d'abord avec un extrait d'un téléfilm sur la bataille d'Hernani. On se réintéresse un petit peu à la tragédie classique,
avec une analyse un petit peu plus détaillée, je pense qu'elle arrive un tout petit peu plus loin, voilà, une analyse plus détaillée d'un extrait, je pense, qui est vraiment un incontournable du patrimoine littéraire français, c'est l'aveu de Phèdre à Hippolyte. Et donc là, on fait vraiment une lecture où on accompagne les élèves dans leur interprétation, leur compréhension, leur analyse de l'extrait. Je pense que ça vaut vraiment la peine de le faire. C'est un extrait qui est très intéressant à travailler avec eux, qui est très, très riche. Et donc, vous voyez, il y a toute une série de questions de compréhension du texte qui sont posées. Et puis ensuite, on va s'intéresser au drame romantique. Alors, le but, puisqu'on veut que les élèves travaillent de façon aussi systématique, aussi méthodique que possible, ben on va donc leur apprendre à travailler d'abord avec un tableau de comparaison. Et donc vous avez ici un tableau à double entrée avec la tragédie classique, le drame romantique et leurs consignes respectives pour toute une série de critères. Et ce tableau lui-même va servir de base à la rédaction d'un texte vraiment de comparaison. Et ici, alors, pour les productions du 19e siècle, on s'intéresse à Cyrano de Bergerac. Là aussi, je pense que c'est un texte très intéressant à travailler avec les élèves. Voilà, et ici, on arrive à la fin dans vraiment le texte comparatif, et la tâche finale, voilà, la tâche finale, il s'agit de faire une comparaison de la tragédie classique et du drame romantique en utilisant d'abord un tableau comparatif, comme les élèves ont été amenés à les travailler en cours de séquence. Alors, la séquence 8, elle s'intéresse au poète maudit. Là aussi, c'est comment dire, un incontournable du patrimoine. Donc ici, on va parler de Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, les trois tout grands poètes maudits du 19e. Donc la production attendue, ce sera une interview. Alors ça demande peut-être un petit mot d'explication, mais le principe, c'est que les élèves vont devoir réaliser une interview fictive d'un poète maudit. Donc on leur propose un premier exemple avec... voilà, il y a d'abord des activités évidemment de découverte. Ici, on travaille avec des caricatures, on s'interroge sur l'expression poète maudit, ce que ça recouvre, etc. Et puis, on va, c'est encore un petit peu plus loin, voilà, on va s'intéresser à Baudelaire, pour qui on propose toute une série de documents et de textes. Vous voyez ici, il y a une biographie, voilà, il y a des textes qui expliquent, enfin ici il y a une lettre en bas, il y a un article, il y a une quatrième de couverture, donc il y a toute une série de documents qui permettent de se faire une idée un petit peu plus précise du personnage, et puis on propose aux élèves de regarder une interview fictive de Baudelaire, et en fait l'idée ici c'est vraiment de lui donner vie au travers d'une interview que on imagine les réponses qu'il aurait pu dire. Donc ça suppose vraiment que les élèves puissent s'approprier le mode de pensée du poète, en fait, et puissent rentrer vraiment dans l'esprit un petit peu de la poésie. Donc vous voyez ici, observer pour suivre un exemple de performance attendue, voilà, on a ici l'interview fictive de Charles Baudelaire, qui est en vidéo, et il y a un petit mécanisme d'animation d'un portrait de Baudelaire. Je pense que c'est très vivant, ça donne un petit peu de dynamisme, je dirais, à tout ça. Donc ici, on parle de Baudelaire. Je vais passer vite, je suis désolé, je tourne vite les pages, mais je veux pas, j'ai quand même encore pas mal de choses à dire, donc je ne veux pas trop m'attarder sur chaque chose, même si ça mériterait que je le fasse. Donc on parle de Baudelaire, puis on parle de Rimbaud, et enfin
à la fin, on parle bien sûr de Verlaine, avec quand même un certain nombre de poèmes à lire. Je pense que c'est important qu'il y ait quand même un grand nombre de textes à lire, que ce ne soit pas juste un poème à analyser, mais qu'il y ait de la quantité, de la diversité dans ce que les élèves vont pouvoir découvrir. Alors, séquence 9. Alors, la séquence 9, elle est vraiment très intéressante aussi. On travaille la synthèse. La synthèse, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à travailler. Et pourtant, c'est un exercice qui est très formateur, très bénéfique pour les élèves quand il est fait avec rigueur et qu'il est bien mené. Pour travailler la synthèse, on a décidé de s'intéresser au courant réaliste. Et donc, les élèves vont être invités d'abord à découvrir une série de caractéristiques sur le mouvement réaliste, hein, c'est sa première activité de la séquence, et puis une grande partie de l'activité, je vais passer en autre vue, comme ça vous verrez un petit peu mieux ce qu'on a voulu faire, même si vous ne voyez pas, si vous pouvez dire, voilà. Une grande partie de la séquence va être consacrée au fait de comparer différents textes réalistes. Et vous voyez, il y a un grand tableau comparatif qui occupe plusieurs pages. Et donc, les élèves vont se répartir ici aussi en groupes, avec une lecture qui est attribuée à chaque groupe, et le tableau va être complété comme ça par l'ensemble de la classe, puisque chaque groupe va partager avec les autres les réponses, et on va pouvoir compléter le tableau. Vous voyez, c'est un tableau à double entrée, hein, comme tout à l'heure je le disais avec le tableau comparatif, mais là on va un petit peu plus loin dans le même procédé, on a différentes œuvres, une série de critères de comparaison. Et ce tableau comparatif, ben, il sert de base à la rédaction d'une synthèse. Alors, je m'interromps une toute petite seconde, parce que je vois qu'il y a une question qui m'a été relayée. Voilà, donc vous voyez, vous avez le tableau ici. Vous voyez, oui, c'est peut-être pour faire le lien avec la remarque qui m'a été relayée ici. Le but, c'est vraiment d'accompagner au maximum les élèves dans les apprentissages, hein. Donc, surtout quand on est face à des apprentissages un peu plus complexes, un peu plus ambitieux ici, comme la synthèse, ben, je pense qu'il faut vraiment leur expliquer toutes les étapes de la procédure par laquelle ils vont devoir passer. Et ça, c'est comment dire, une philosophie pédagogique qu'on a mis en œuvre dans toute la collection Connexion Français, c'est de bien expliciter la procédure par laquelle on passe. Et donc, on commence toujours par montrer aux élèves comment ça marche, faire l'activité avec eux, et puis les laisser plus autonomes une fois qu'ils ont tous les outils en main pour mener à bien la tâche qui leur est demandée. Donc, voilà, on arrive à la fin, à la rédaction vraiment de synthèse. Et puis, alors, la tâche finale, et là je trouve que c'est très très intéressant aussi. Donc, durant toute la séquence, les élèves ont été amenés à rédiger de façon bien encadrée une synthèse sur des textes réalistes du XIXe siècle. Et ce qu'on va leur demander dans la tâche finale, c'est une synthèse qui répond à deux questions. Quels sont les points communs, quel point commun le roman contemporain qui t'a été attribué présente avec le courant réaliste du XIXe? Et deuxième question, quelle différence peut-on observer entre le projet de l'auteur et ceux poursuivis par les romanciers réalistes du XIXe siècle? Donc, ici, vous voyez, je vais à nouveau faire un zoom un petit peu plus important. Voilà. Il y a
5 extraits de textes de littérature contemporaine qui sont proposés aux élèves. Et donc, les textes seront attribués, un ou plusieurs textes seront attribués aux élèves. Et on va vraiment, comme ça, s'interroger sur ce qui existe encore des objectifs et de la démarche du courant réaliste au XIXe siècle, et ce qui perdure encore dans la production littéraire aujourd'hui. Donc vous voyez, je disais tout à l'heure, hein, ce parti pris de faire un lien entre passé et présent, on est vraiment complètement dedans ici, dans cette séquence. Alors, dans les 5 livres qui sont proposés ici, il y a Leurs enfants après eux, En finir avec Eddie Bellegueule, Sale gosse, Jusqu'à la bête et Rhapsodie des oubliés. Donc ce sont vraiment des productions toutes récentes. Vous entendez peut-être une cloche qui sonne. C'est normal, c'est parce que j'habite derrière une église et donc vous avez le bruit d'ambiance. Voilà, donc ça c'était pour la séquence 9. Alors, séquence 10 maintenant. Ici, on s'intéresse à Flaubert et plus particulièrement à Madame Bovary, qu'on va utiliser pour travailler l'UA 3. Donc la production attendue, c'est un courriel de réclamation argumenté dans une relation asymétrique. En fait, le but de la séquence, c'est que les élèves vont devoir rédiger un courriel de réclamation contre le choix de lecture d'un roman, parce qu'ils trouvent que ce choix n'est pas approprié. Et pour arriver à ça, on étudie Madame Bovary, et on fait le point, si vous voulez, non seulement sur l'œuvre, sur ce qu'on peut y trouver, mais aussi sur le scandale que ça a pu faire à l'époque. Forcément, les mentalités ont évolué. Je ne pense pas qu'un roman comme ça ferait scandale aujourd'hui, mais c'est intéressant pour bien comprendre le livre de le remettre dans son contexte historique, sociologique, entre guillemets. Alors, je passe assez rapidement puisque je vais arriver à la séquence 11, qui est la dernière séquence. Voilà, et la 11e et dernière séquence, elle est, consacrée au surréalisme. Là aussi, hein, je pense que c'est un courant super intéressant à aborder. Bon, ça fait partie de toute façon des prescrits du référentiel. Et ici, on propose de travailler l'UA 5 à nouveau, donc intervenir dans une œuvre source. Et ici, en l'occurrence, il faudra la transposer. Alors, à nouveau, je disais, une nouvelle illustration. Les quelques exemples que j'ai donnés ici ne sont pas les seuls, hein, il y en a encore beaucoup dans le manuel. Nouvelle illustration du parti pris qu'on a pris de montrer combien les courants artistiques historiques, entre guillemets, vivent encore aujourd'hui. Une première activité, c'est de regarder un clip de musique de la chanson Comme de Jane, qui était sortie il y a quelques années. Et c'est un clip musical dans lequel l'esthétique surréaliste est vraiment très présente. Et donc, on va proposer aux élèves d'essayer de retrouver les œuvres surréalistes de Magritte, dont le réalisateur du clip s'est inspiré pour monter le clip. Voilà. Ensuite, il y a toute une série d'informations à récolter, bien sûr, sur le surréalisme, voilà, avec le côté très transversif du courant, subversif, pardon, du courant. Voilà, on fait aussi quelques rappels sur la psychanalyse, etc., pour leur donner vraiment tous les outils pour bien comprendre le courant.
Et voilà, vous avez encore quelques œuvres qui sont mises ici en parallèle. Et donc, on arrive à la tâche finale, qui est un exercice de transposition où les élèves ont un objet à choisir qu'ils vont devoir détourner. Voilà. Et donc, ceci est la dernière séquence. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions d'intervention qui sont faites. Maintenant, je ne peux évidemment pas toutes les lire au fur et à mesure, donc j'espère que vous avez pu trouver réponse à vos questions. Alors, je voudrais vous montrer encore maintenant les fiches outils et les entraînements, et puis je terminerai en reparlant des évaluations. Tout d'abord, les fiches outils, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je suis désolé, je fais défiler les pages assez vite, mais c'est pour revenir au bon endroit. Voilà, donc les fiches outils, vous avez un exemple ici, je vais vous le montrer en plus grand. Voilà. Les fiches outils récapitulent donc tous les prérequis, toutes les notions que les élèves sont censés maîtriser au terme de leur 4e année. Et donc, si vous utilisez déjà Connexion 3 ou Connexion 4, ou les deux, ou qu'ils sont utilisés dans votre école, ben, vous verrez que il y a comment dire, une continuité dans les fiches outils, que les fiches outils, elles s'étoffent au fur et à mesure du parcours des élèves. Donc, on peut retrouver une même fiche outil sur un même sujet entre la 4e et la 5e, mais il y aura des petits ajouts, des petites différences en 5e. Ça peut arriver aussi qu'on ne reprenne plus une fiche outil quand on arrive en 5e et 6e année. Simplement parce qu'on estime qu'à un moment donné, ce sont des notions que vraiment, là, on peut partir du principe que les élèves les maîtrisent et qu'il n'est plus nécessaire de revenir dessus. Mais donc, vous avez ici toute une série de fiches outils. Ça se présente de la façon suivante. Hein. Vous voyez, ce sont vraiment des pages de synthèse avec toute une série d'explications. Bah, ici, on parle des anaphores. Donc, c'est plutôt une fiche outil sur une notion linguistique. Mais les fiches outils, elles peuvent aussi concerner des questions de procédure, hein, comment apprécier une production culturelle, comment caractériser un personnage, et ça peut aussi avoir trait à des notions plus théoriques, plus culturelles de connaissance, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que c'est la poésie, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour le principe des fiches outils. Je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment un outil idéal pour travailler en différenciation avec vos élèves, ou bien en autonomie, où les élèves vont vraiment pouvoir prendre de l'autonomie au maximum lorsqu'ils rencontrent une difficulté. Alors, en plus des fiches outils, je reviens à nouveau en arrière, voilà, vous avez ici. En plus des fiches outils, vous avez des entraînements. Les entraînements, quel est le principe? Ben, c'est simplement de donner des exercices donc, des exercices qui vont permettre aux élèves de pratiquer certaines choses qui peuvent les mettre en difficulté. Par rapport à Connexion 3 et à Connexion 4, ici, on a été un peu plus sélectif dans les entraînements pour essayer de choisir vraiment ceux qui sont le plus profitables aux élèves. Et donc, on en a repris 4. Voilà, donc vous avez un entraînement sur convaincre, un entraînement sur relire sa copie, un entraînement sur les relations sémantiques et un entraînement sur résumer, synthétiser. Il nous semblait que c'était vraiment les 4 domaines dans lesquels les exercices se justifiaient le plus. Maintenant, à nouveau, ce sont des outils qu'on vous propose. Vous n'êtes pas obligé de tout faire
de tout faire faire à vos élèves. L'idée est vraiment ici de s'adapter aux difficultés que vous constatez dans les classes pour pouvoir aider vos élèves. Alors, une petite parenthèse, une petite remarque. On ne sait évidemment pas comment l'année s'organisera cette année-ci, si on pourra faire toute l'année en présentiel ou s'il n'y aura pas un confinement total ou partiel qui interviendra à un moment. Évidemment, je ne l'espère pas parce que je pense que c'est amusant pour personne. Mais au cas où une partie des cours se déroule à distance, avec un manuel comme Connexion Français, je pense que vous avez vraiment des outils, des atouts en main pour gérer la situation au mieux. D'abord d'un point de vue pratique, parce que les élèves ont tout le matériau à leur disposition, et donc vous ne devez pas vous tracasser de photocopies et autres. Donc ça, pour des raisons pratiques évidentes, je pense que ça facilite les choses. Mais au-delà de ça, vous pouvez vraiment travailler avec les élèves qui vont peu à peu gagner en autonomie. Hein. Grâce à ce système de fiches-outils d'entraînement, ils ont quand même toujours les ressources dont ils ont besoin. Et une chose que vous pouvez mettre en place avec eux, vous voyez ici, vous avez sous les yeux un niveau de zoom qui est relativement lointain, mais je vais faire un petit zoom. Ce que vous avez ici sous les yeux, c'est le corrigé, donc la version de l'enseignant du syllabus avec les solutions aux réponses. Les élèves, eux, auront bien sûr la version sans les réponses. Mais via notre plateforme YouDidIt, vous pourrez tout à fait donner accès au manuel numérique pour les élèves et vous pourrez partager avec eux les solutions, la couche de solutions, la couche de réponses aux questions. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce que ça me prendrait un petit peu de temps et ce que je veux faire vraiment ici, c'est insister sur le processus pédagogique. Mais donc, il est possible de partager la couche de solutions avec les élèves qui, du coup, pourront se corriger eux-mêmes, donc faire d'abord une production, compléter le syllabus et puis vérifier si leurs réponses sont correctes avec ce que vous partagez comme réponse. Il est bien entendu que vous gardez complètement la main dans le processus. C'est vous qui décidez pour quelle page, pour quel chapitre vous libérez vous permettez aux élèves de consulter les réponses. Et donc vous gardez vraiment la main et le contrôle à ce niveau-là pour que ce soit intéressant, bien sûr, au niveau pédagogique. Voilà, donc j'ai parlé des fiches outils, des entraînements et des séquences. Alors, je vais revenir maintenant, c'est mon troisième point. Voilà, je vais reparler un tout petit peu des évaluations. Je vous avais montré le tableau de planification avec les productions attendues. Il y a une question qui m'a été relayée par rapport à ce tableau. Je vous le remontre. Voilà, c'est ce tableau-ci. La présentation n'est pas idéale ici parce que c'est un PowerPoint, mais le document existe aussi en fichier Word et nous le mettrons à votre disposition sur YouDidIt. Comme ça, vous pouvez le télécharger, le compléter, le modifier, enfin faire tout ce que vous voulez. Je pense que c'est un outil qui pourra vous être utile pour bien travailler. Oui, je vois qu'il y a une question sur les romans de la séquence 9, hein, la séquence sur le réalisme, où on travaille sur des romans récents. Là, je voudrais tout à fait vous rassurer, il n'est pas nécessaire que les élèves achètent tous ces romans, parce que nous proposons de la lecture d'extraits, et les extraits seront disponibles sous forme de e-documents.
Donc, nous avons déjà payé les droits de reproduction de ces extraits. Donc maintenant, si vous achetez le manuel, il suffit de scanner le code ou de télécharger le PDF qui sera sur Wikidit et les élèves pourront lire ces extraits, même si ces livres ne paraissent pas en poche. Alors, je reviens à mes évaluations. Je vais commencer par mon deuxième slide. Quelques remarques sur les évaluations. Tout d'abord, la planification sur le degré est vraiment essentielle. Donc, le but, c'est qu'au terme du degré, vous ayez fait une évaluation certificative pour chacune des productions attendues. Mais une seule suffit, évidemment. Et donc, il ne faut pas évaluer toutes les séquences. En tout cas, certainement pas de façon certificative, parce que là, je vous dis tout de suite, vous n'allez pas vous en sortir si vous essayez de faire une évaluation certificative sur chaque séquence. Il faut voir un petit peu comment vous pouvez organiser votre planification, d'autant plus que vous pouvez utiliser l'examen comme évaluation certificative. Il n'y a absolument rien qui l'empêche et ça vous permet d'alléger un petit peu les choses. Dans le même ordre d'idée, si dans votre planification, vous vous rendez compte que il y a une séquence qui n'est pas nécessaire, entre guillemets, parce que l'apprentissage est déjà vu en sixième, ou vice-versa quand vous serez en sixième et qu'il y a des choses qui auraient été vues en cinquième, certaines séquences pourraient sauter, entre guillemets. Ici, forcément, on a conçu le manuel pour que ça soit un ensemble cohérent, progressif, que tous les apprentissages qui doivent être vus soient vus dans l'année. Donc, c'est toujours un petit peu dangereux quand on commence à détricoter, mais en principe, vous pouvez tout à fait le faire et personnaliser un petit peu les choses. Et dernière petite remarque qui est indiquée ici, parfois, la tâche finale d'une séquence peut aussi tenir lieu d'évaluation. Donc, ne soyez pas plus catholique que le pape, entre guillemets, par rapport à ça. Je veux dire par là, pensez d'abord à rendre les choses, je pense, intéressantes, faciles pour vous-même et pour vos élèves. Alors, pour reparler plus précisément des évaluations, donc les évaluations, elles sont construites aujourd'hui sur 4 critères. La lisibilité ou l'audibilité lorsqu'il s'agit d'une production orale, la pertinence, l'intelligibilité et la recevabilité. Plus précisément, qu'est-ce qu'on entend par ces critères? Pour ça, je vais vous montrer une grille d'évaluation qu'on a préparée pour l'une des séquences. Je pense que ce sera encore plus clair comme ça. Ouais, j'essaye de partager une évaluation. Voilà, je vais la partager ici. Voilà, donc ici, vous avez la proposition d'évaluation certificative qui est disponible sur Udidit pour la séquence sur le résumé. Et donc, forcément, on propose une consigne avec un texte à résumer. Et puis, on vous propose une grille d'évaluation. Donc, la grille d'évaluation, elle est construite en 4 critères. Les évaluations et leurs grilles sont disponibles pour vous au format PDF ou bien au format Word. Donc là aussi, vous pouvez personnaliser, adapter ce document si nécessaire. Et ce sur quoi je voulais insister avec vous, c'est ce qu'on entend par ce que recouvrent les quatre critères. Donc la lisibilité et l'audibilité, c'est simplement la matérialité, le côté matériel de la production. Est-ce que
c'est bien lisible? Est-ce que c'est bien audible? Est-ce qu'on peut entendre, comprendre, enfin oui, vraiment percevoir convenablement la performance, la production des élèves? Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le critère de pertinence. Donc ici, dans le cadre du résumé, est-ce que la sélection d'informations a bien été faite? Est-ce que ces informations ont bien été organisées? Est-ce qu'on est bien resté fidèle au texte source? Forcément, c'est hyper important quand on est dans un résumé. Est-ce que le nombre de mots imposés a été respecté dans le résumé, par rapport à la longueur du résumé? Et est-ce qu'on a bien reformulé le texte source sans faire un collage, sans répéter, sans faire un copier-coller du texte source? Donc ça, c'est ce que recouvre la pertinence. Ensuite vient le critère d'intelligibilité. Donc ce n'est pas la même chose que la lisibilité. Vous pouvez avoir un texte très bien écrit au niveau typographique, parfaitement présenté, mais qui n'est pas intelligible parce que au niveau lexical, vous avez des anaphores qui sont mal employés, où on ne comprend pas quel est l'antécédent, des phrases qui sont incorrectes syntaxiquement, ou quelque part ça ne veut plus rien dire. Et donc c'est vraiment ce critère-là qu'on entend ici, donc la clarté lexicale, la clarté syntaxique, la ponctuation, la cohésion du texte, le bon usage des anaphores, des connecteurs, la segmentation en paragraphes, et la proportion acceptable d'implicite à l'intérieur du texte, puisque un texte comporte toujours une part d'implicite, mais forcément, ça ne doit pas être non plus un jeu de chat et de souris avec le lecteur. Le texte doit rester compréhensible et intelligible. Et enfin, le quatrième et dernier critère, c'est la recevabilité. Alors ça, c'est un critère un peu plus social, entre guillemets, c'est de savoir si les normes sociales et les normes linguistiques ont bien été respectées. Et c'est là que vous allez pouvoir vous intéresser, par exemple, à l'orthographe, à la syntaxe, en termes de correction vraiment syntaxique, hein, pas d'intelligibilité, il y a deux choses différentes. Et est-ce que aussi la situation de communication a bien été respectée, le registre de langue, est-ce qu'il était adéquat, la présentation, si c'est une présentation orale, est-ce que l'attitude, le comportement, la présentation de l'élève était bonne. Donc c'est ce qu'on va évaluer ici dans le critère de recevabilité. Et donc, comme je le disais, pour chaque séquence, vous avez les grilles d'évaluation qui sont proposées. Voilà. Alors. Je reviens à mon petit plan de présentation. Ben voilà, j'ai parlé du nouveau référentiel, j'ai fait avec vous un parcours dans Connexion 5, j'ai essayé de vous expliquer au mieux ce que vous allez pouvoir y trouver. J'ai reparlé un petit peu des évaluations en vous expliquant comment ça fonctionnait et les outils qu'on vous propose. J'ai tenté de répondre au fur et à mesure de la présentation aux questions qui étaient posées. Je regarde sur mon téléphone, je n'en ai pas d'autres. Oui, alors on demande si les participants peuvent recevoir par mail le document de planification. On va voir un petit peu ce qui est possible de faire avec mes collègues. En tout cas, ce sera sur UDIDIT, ça je vous l'assure. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas chinois en même temps, ce genre de document. C'est ni plus ni moins que le fait d'avoir consigné, récapitulé toutes les productions attendues qui sont demandées dans le référentiel. Donc, il n'y a rien qui est inventé, entre guillemets, dans ce document, mais je pense que ça peut être quelque chose un outil pratique. Voilà, alors, quelques indications pratiques encore. Donc, les deux premières séquences,
sont d'ores et déjà sur Udidit. Vous pouvez les imprimer. Si vous utilisez le manuel en classe avec vos élèves, les frais d'impression vous seront remboursés sur présentation d'une facture. La plupart des e-documents sont déjà en ligne consultables maintenant pour les 2 premières séquences, pas tous, ne vous inquiétez pas, ça suit son cours et pour le 1er septembre, pour la rentrée, tout sera parfaitement opérationnel. La parution de Connexion 5 est prévue dans le courant du mois de septembre. Pour la mi-septembre, à peu près, il devrait arriver. Donc, avec les 2 premières séquences et la 3e qui va suivre, qu'on va mettre également en ligne, vous aurez sans problème assez de matériaux pour débuter l'année avec vos élèves. Alors, au niveau du guide, pour les premières séquences, là aussi, vous avez déjà les notes méthodologiques qui sont disponibles sur Udidit, la version corrigée des séquences avec toutes les solutions, toutes les réponses. Dès que le guide sera prêt et complet, on le mettra en version numérique sur Udidit et il paraîtra dans la foulée au format papier. Là, il faudra encore attendre un tout petit peu de temps. Je pense que pour fin du mois d'octobre ou début du mois de novembre, le guide papier sera prêt, mais j'insiste sur le fait que tout sera déjà disponible sur Udidit avant ça. Vous avez droit à un exemplaire gratuit du guide pédagogique si vous utilisez la méthode en classe avec vos élèves. Vous pourrez simplement préciser ça lorsque vous faites votre demande d'accès, de code d'accès à Udidit en complétant le formulaire en ligne. Voilà, je pense avoir donné les explications essentielles, les plus importantes. Voilà, j'invite mes collègues délégués, s'ils veulent se joindre à moi sur scène pour un petit mot de conclusion et puis pour se représenter un petit peu à nos auditeurs pour qu'ils voient de qui il s'agit. Bonjour à tous. Merci Thibaut pour cette magnifique présentation. Voilà, je suis la déléguée pédagogique Véronique Benet pour la province du Hainaut et de l'arrondissement de Philippeville. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si je peux vous aider, je suis bien sûr là. Je privilégie mon adresse email, je ne vois pas apparaître le slide pour avec mes délégués, ce qui aurait été plus facile, mais je privilégie mon adresse email véronique.bonnet@vanim.be, puisque vous le savez, j'espère bien, que nous pourrons recirculer dans les écoles maintenant que les choses se calment et que nous serons moins disponibles au téléphone. Mais malgré tout, mon téléphone, le 0478 58 05 59. Je voulais simplement insister sur une petite chose concernant, parce que j'ai vu beaucoup de questions passer concernant la demande de code. Alors, si vous avez demandé à vos élèves de vous fournir le syllabus ou si l'école fournit le syllabus aux élèves, vous avez bien entendu l'offre dont parlait Thibaut tout à l'heure, donc le guide pédagogique qui vous est offert en version papier et ou numérique et l'accès à Udidit. Pour pouvoir recevoir vos accès et pour pouvoir demander votre guide gratuit, vous devez remplir un formulaire qui se trouve sur notre site vanim.be. Une vérification sera faite évidemment pour vérifier que vos élèves ont bien tous le syllabus. Deuxième petite chose aussi, concernant le manuel numérique et Udidit, il y a eu 2 webinaires dont le lien sont disponibles sur notre site la semaine prochaine. Un dernier webinaire a lieu cet après-midi concernant justement la création de classes, le lien avec les élèves, le partage du manuel numérique élèves. Donc, vous avez aussi sur notre site la possibilité de voir tous les modes d'emploi, aussi bien du manuel numérique que de Udidit, avec beaucoup de tutoriels, donc des petites vidéos explicatives qui sont d'un excellent soutien. Merci à tous, bonne rentrée. Merci également à mes collègues du marketing qui ont organisé ces webinaires. À bientôt. Jean-François, je me présente. Après toi, Christine. Voilà, bonjour à tous. Comme
Ben voilà, merci Thibaut pour cette très belle présentation. Tu nous as vraiment donné à nous aussi l'envie de le découvrir. Alors donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Christine Martin. J'ai en charge les écoles de la province de Liège, du Brabant wallon et de l'arrondissement de Namur. Comme Véronique vous l'a dit tout à l'heure, essayer de privilégier, surtout en cette période très 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 chaude, nos adresses mail, donc christine.martin@vanine.be. Nous nous faisons toujours un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Nous serons vraiment très, très, très heureux de vous retrouver dans vos écoles et rassurez-vous, Vanine nous a bien équipés de tout l'équipement pour respecter les mesures de distanciation. Nous avons des masques, des gels, voilà, enfin du gel, pardon, voilà, même une visière supplémentaire au masque. Donc voilà, nous sommes vraiment bien équipés. Que dire encore de plus? Ben voilà, j'allais insister également sur le formulaire à compléter, le guide que vous pouvez donc acheter, mais adresser, mais vraiment l'ensemble des modalités plus pratiques. Nous vous donnons rendez-vous cet après-midi peut-être pour le webinaire Udidit avancé. Et je voulais vous dire aussi que si nous venons dans votre école pour une présentation en présentiel, vous avez constaté que la présentation du manuel numérique et de Udidit, si on veut faire, vous proposer une formation complète, comptez quand même 1h30, 2 heures pour nous laisser le temps de tout vous expliquer. On s'adapte toujours aux exigences, que ce soit en termes d'horaire, mais bon, voilà, il faut quand même un temps pour bien vous expliquer le tout. Voilà, Jean-François, à tous, en tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne reprise. N'hésitez pas à nous contacter. On n'attend qu'une chose, c'est retourner vraiment près de vous dans vos écoles. Jean-François, à toi. Merci à mes collègues. Donc, moi, je m'occupe des écoles de la région de Bruxelles, de la province de Luxembourg et de l'arrondissement de Dinan. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous enseignez dans une école située dans ces régions. Je suis joignable en cette période de préférence par mail. Mon mail est devant vous. Il est également sur tous les supports de Vanine, catalogue, site, folder, tout ce qu'on peut imaginer. Et également mon numéro de téléphone. Mais ce n'est pas toujours simple en cette période d'être aussi réactif que par mail parce que nous avons beaucoup de présentations. Donc, le 0473 86 00 97. N'hésitez pas à me revenir pour toute question au sujet de connexion et rendez-vous cet après-midi pour ceux qui veulent en savoir davantage sur la plateforme Udidit et plus particulièrement au niveau de avancé. Donc, c'est déjà une présentation qui est prévue pour des personnes qui manipulent déjà un petit peu l'outil. Mais tout le monde est le bienvenu, bien évidemment. Voilà, bonne rentrée à toutes et tous.